Bienvenue dans Tunnel. Ce soir, nous sommes le 31 août à Paris. Bienvenue. Cette semaine, j'ai adoré annoncer le début de cette émission, après avoir bien stressé tout l'été à son sujet en faisant des tableurs, des listes, des hypothèses et des insomnies. Mais enfin, voir ces visages chers réunis, ça n'a pas de prix. Et j'ai détesté voir un jeune ministre donner un nouveau souffle à des braises haineuses que nul ne saura éteindre, en interdisant l'abaya comme si elle était cause de tous les maux de l'éducation. Et je crois vraiment que même le ciel serait moins maussade si notre gouvernement attendait pour parler d'avoir tourné sa langue 7 fois dans sa bouche, notamment le big boss de la justice qui s'est aussi bien illustré. Et si toujours ce gouvernement partait pour une fois un jour dans la vraie vie, à la découverte, peut-être un petit peu comme ça pour voir ce que c'est dans la vraie vie, des musulmans et des écoliers lambda, parce que je ne sais pas s'ils en ont vu beaucoup. Et puis j'ai découvert cette semaine, comme les autres, une asso qui accueille et accompagne les personnes handicapées, notamment par la voie du sport et des sensations fortes, dont je vous invite à aller suivre le taf sur Instagram, comme les autres, _asso. Et j'ai écouté en boucle tout l'été, en fait, je dois dire, et je crois que ça a pas mal saoulé mon entourage, Midnight, de Diziz et Amné, parce qu'il n'y a que le rythme trépidant de ces lyrics qui collait parfaitement à l'effervescence qui a été celle de ma vie ces derniers mois, à l'heure où je peinais un peu à calmer mon cerveau et mes ardeurs, pour enfin me laisser le temps de prendre la mesure de tout et tirer des bilans. Et les bilans, justement, aujourd'hui, avec mes invités, on va en parler. Des instants que l'on suspend pour réaliser ce que deviennent nos vies, des regards que l'on glisse en arrière pour voir ce qu'on y laisse et ce qu'on garde, et des moments, enfin, de décider ce qu'on veut modifier pour avancer. Qu'est-ce qui nous bouscule? Comment on change? Par quels moyens prendre du temps pour soi dans un monde qui file à 100 à l'heure? Et il me fallait rien moins que des experts de la réflexion en milieu rapide pour discuter de tout ça. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Nesrine Slaoui. Salut! Journaliste brillante que vous avez vu notamment poser de longues questions à Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps. C'était laborieux, hein. Ouais. C'était compliqué. Tu vas nous raconter parce que franchement, je pense que pas mal de monde s'en souvient. Combattante courageuse aussi, toujours sur le qui-vive et les plateaux les plus chauds contre le sexisme et le racisme, notamment en ce moment, et on va aussi en discuter. Et fine écrivaine, décrivant dans Illégitime, paru en 2021, ce que c'est que tenter de faire sa place quand on vient de loin dans tous les sens du terme, et évoquant la condition des filles dans ton roman Seul, sorti en 2022. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un énorme honneur d'être avec toi et de t'accompagner pour cette première. Je te souhaite plein de succès. Je souhaite plein de succès à toute l'équipe technique qui va bosser avec toi. Et bienvenue aussi, surtout aux auditeurs et aux auditrices qui vont nous écouter parler pendant 2 longues heures. Mais je vous promets, on va tout faire pour être passionnant. Et à notre table, on accueille également Raphaël et Théo, connus sous le nom de Terre Noire. Salut Anna. Salut Anna. 2 frères stéphanois qui chantent partout à travers la France et ailleurs les doutes de la vie et ses beautés. Grand poète, vous sortez en famille en 2018 votre première EP, Terre Noire. Et en 2020, votre premier album, Les Forces Contraires, vous sacrant révélation masculine des victoires de la musique en 2022. Théo, Raphaël, vous avez à cœur, et je vous comprends parce qu'on en a pas mal discuté ensemble, de rappeler que la musique et l'art en général, ça ne se passe pas qu'à Paris. Et vous qui êtes de grands habitués de ces événements, vous organisez à votre tour votre premier festival à Terre Noire, votre quartier de Saint-Étienne, les 16 et 17 septembre prochains, pour mettre ses racines à l'honneur. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire après ça, Théo? Difficile, hein? Merci, non mais pareil, moi j'ai envie de dire Anna Toumazov, la grande première, ça fait hyper plaisir, c'est hyper émouvant de participer à ça. Merci pour ces mots. Nous ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de promo parce qu'on est enfermé soit dans l'organisation d'un festival, soit en train d'écrire de la musique pour un 2e album. Donc voilà, trop content de faire cette vraie rentrée avec toi, voilà. Mais merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Longue vie à toi, longue vie à l'équipe technique, longue vie à tous ceux qui travaillent sur Tunnel. Merci beaucoup. Vous le savez, le sous-titre de cette émission est le bruit et l'humeur. Raph, t'as choisi un bruit. Lequel? Je crois que c'est le ressac, c'est ça? C'est le bruit de la mer. Le bruit de la mer. Franchement, ah non, ouais, c'était les mouettes. Aussi, ouais. Alors pourquoi ce bruit, Raphaël? En fait, je sais pas si ça vous le fait, mais il y a les mouettes et les oiseaux marins qu'on a quand on se déplace. Donc les vacances viennent juste de se terminer. Moi, je suis pas parti beaucoup parce que j'ai beaucoup trop travaillé. Mais il y a des moments où il y a eu des mouettes qu'ils ont inventées et qui sont rentrées un petit peu dans mon espace sonore. Et pour moi, c'est le truc qui me transporte le plus fort possible vers le repos. Et de temps en temps, à Paris, où je vis aujourd'hui, il y a des mouettes qui se déplacent. Et en fait, c'est le truc qui crée une espèce de, tout de suite, de transport. Je me trouve plus à Paris, j'ai l'impression d'être perdu complètement là-dedans.
Et le dernier truc de cette mouette, c'est aussi que, en fait, au tout début de la création de l'album, déjà en février, je suis sorti, on a enregistré à la Maison Noire, qui est un endroit en Bretagne, et en fait, j'ai enregistré des mouettes et on les a fait rentrer à l'intérieur du disque. Donc voilà, les mouettes, là, c'est beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Et pour moi, le ressac de la mer, c'est les vacances qu'on a eues mon frère et moi, et puis nos parents, et puis nos grands-parents, et puis notre tonton à Oliva, en Espagne, qui est le lieu de villégiature depuis 60 ans. Bon, là on n'y va plus, mais nos grands-parents louaient déjà une petite maison, je me souviens, il y a 60 ans de cela, et on se faisait les trésors de voitures qui nous descendaient jusqu'au milieu de l'Espagne, et on retrouvait la mer pour 3 semaines. C'était des vacances chronométriques, minutées du jour 1 au jour 21, puisque c'était 3 semaines, et c'était le seul moment où on partait en vacances l'été, et c'était raquettes de plage, mer. On va visiter la petite ville de Denia à côté. Ensuite, on va manger la pizza à Gandia. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est l'enfance et la joie de la routine de la vacance, des vacances de l'époque. Et je crois qu'on peut bien se représenter toutes les cartes postales du monde, mais celles qui persistent et qui ont l'odeur de l'eau ont quand même quelque chose de supérieur aux autres. Oui, puis là, ce que vous décrivez, c'est exactement ce côté repos et rituel qui est propice à la réflexion, et on va revenir sur ça à travers l'émission. Nesrine, toi, exactement pareil, on est un peu sur cette ambiance de vacances, rentrée, là, cette dualité. T'as choisi une humeur, laquelle ? Je sais plus ce que j'ai choisi, mais t'as choisi la détermination, il me semble. Mais voilà ce que j'ai choisi. En plus, j'allais dire la déter en plus. Pour être honnête, c'est vrai que c'est mon sentiment de rentrée. Je vais être un peu moins poétique que vous deux et beaucoup plus politique, parce que c'est vrai que moi, je me suis aussi beaucoup ressourcée cet été. Je remarque qu'on a en commun le fait de venir de région. On dit plus province, c'est has-been de dire province. Maintenant, on vient de région, puisque moi, j'ai grandi dans le Vaucluse, et je me fais un plaisir chaque été d'y retourner, d'avoir des rituels un peu peut-être ridicules quand je le dis comme ça, parce que ça sonne un peu coach en motivation, mais de genre de courir, faire des footings dans mon quartier, etc. C'est super important pour moi, et c'est vrai que je suis revenue avec une déterre que j'avais pas depuis longtemps. J'ai eu des années un peu compliquées sur le plan professionnel, c'est-à-dire où je me posais beaucoup de questions, si ce que je faisais était utile, si ça avait du sens. Et là, je sais pas, je suis revenue avec vraiment beaucoup de détermination. Me suis aussi pas mal reposée, c'est super important. On le répétera jamais assez que la santé mentale, c'est la règle numéro 1, la priorité numéro 1. Donc voilà, ouais, effectivement, je savais pas que je t'avais dit déter, mais c'est toujours mon sentiment du jour, toujours la déter. Pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Le bruit et l'humeur, c'est le sous-titre de l'émission Tunnel. Et donc, les garçons, vous avez choisi finalement le bruit des vagues, le bruit des mouettes, parce qu'il y avait ce côté rituel, les vacances et compagnie. Et c'est ce dont on va parler, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on a toujours des moments dans l'année qui nous permettent un peu de se poser, et des choses assez cycliques, où on peut faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Et ce sont vraiment des moments qui font décanter l'esprit. Alors pour certains, ça va être l'été. Le moment où on rentre chez soi, ou le moment où on rentre dans les lieux auxquels on est attaché, ou le moment au contraire où on se dépayse. Pour d'autres, ça va être la période des fêtes de fin d'année, parce que qu'on fête Noël ou non, il y a quand même cette espèce de pause un peu générale la semaine entre Noël et Nouvel An. Moi, je voulais savoir, en fait, à ces moments où finalement on retrouve ses proches, on doit un peu prouver ce qu'on a fait, on doit un peu affirmer qui on est, comme quand on était plus jeune, à la rentrée, quand t'arrivais avec ta nouvelle personnalité que t'avais un peu construite en colo. Moi, j'aimerais savoir quels sont les vôtres, en fait, de moments qui vous font un peu « Ok, je me pose, et après, je repars en étant un peu une nouvelle personne ». Moi, j'ai instauré un peu un rituel ces dernières années, depuis la sortie de mon premier livre, c'est que je voyage beaucoup toute seule. La première fois que je l'ai fait, c'est à Annecy. Donc, je suis allée d'abord en France en week-end de 4 jours. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'avais vraiment jamais voyagé seule. J'ai toujours voyagé en famille ou avec des groupes d'amis, et c'est génial. Et la première fois que je me dis, OK, là, je vais partir en full indépendance, je vais à Annecy. Je trouve que c'est magnifique comme ville. C'est super apaisant. En plus, j'y vais en été. Et j'y suis allée en été à l'époque. Et puis, j'ai instauré ce rituel encore plus quand je l'ai dit. Donc, comme je l'ai dit quand j'ai sorti mon livre. Et je pense que le voyage qui a tout changé pour moi, justement, dans ce rapport à la fois au temps et à moi-même, c'est le Mexique. Je suis allée au Mexique donc en 2022.
Ouais, c'est ça. 2022 ou 2021, je sais 2022, même plus. 2022. Merci de suivre mes stories Instagram. Anna connaît nos vies mieux que nous. C'est parce qu'elle regarde mes stories Insta et elle sait que j'ai beaucoup posté au Mexique et que j'étais tellement... En fait, j'avais un truc hyper féministe mais je suis allée dans un pays toute seule en tant que meuf maghrébine. C'est pas si commun de voyager toute seule. Il y a plein d'injonctions contradictoires. J'y vais, je prends ma voiture, je fais vraiment un road trip et je me sens super puissante en fait d'avoir ma voiture et de faire ce que je veux là-bas. Et j'ai adoré cette expérience-là. Et en plus, justement, lié au fait d'être public, lié au fait d'être souvent exposé à la critique, moi, ça m'aide beaucoup à me dire je suis juste un être humain sur Terre, en fait, et j'expérimente tout ce qu'il y a à expérimenter, et ça me recentre énormément. Et j'avais une image, je la raconte souvent, je sais que c'est peut-être un peu ridicule, mais au Mexique, quand je conduisais dans la voiture, vous savez, quand vous dézoomez sur le map de votre téléphone et que vous voyez le globe, je l'imaginais dézoomer, et je m'imaginais toute petite, et vraiment, ça m'aidait. Alors moi, j'ai vraiment un truc avec ça, c'est que j'ai besoin de me sentir petite pour me sentir bien. Plus je me sens importante, moins je me sens bien. Parce que du coup, ça me fait peur par rapport aux injonctions. Donc j'ai vraiment besoin de m'évader, de partir seule. J'ai fait pareil, je suis allée à Dakhla au Sahara, du coup il y a 1 an, pour le Nouvel An toute seule. Et pareil, le fait d'être... le Nouvel An carrément. Le Nouvel An toute seule. Et Dakhla, c'est un endroit où le désert se mêle avec l'océan. Ah oui. C'est exceptionnel. En termes de sentiments, c'est assez unique aussi parce que c'est un mélange de lune et de mer, donc c'est magnifique, mais vraiment en termes de couleurs, c'est magnifique. Et voilà, c'est vraiment des moments que je m'octroie et qui sont essentiels pour moi. Il faut maintenant que je parte seule 1 semaine minimum par an. Je pars de moins en moins très loin parce qu'évidemment, ma conscience écologique est importante et j'essaie d'éviter au maximum. Donc ça va être peut-être plutôt en Europe, l'Espagne, etc., l'Italie. J'ai fait Rome aussi, une bonne partie toute seule. Mais c'est vrai que c'est des moments... peu importe la saison, moi je me suis un peu déconnectée de... Vous savez, quand qu'on a été éduqué par l'école, on pense qu'il y a des plages vacances. C'est-à-dire qu'il y a Toussaint, Noël, Pâques et été. Et moi, j'essaie vraiment de me déconstruire de ça et de me dire que si en novembre, je suis fatiguée et j'ai besoin d'1 semaine de repos, je vais prendre ma semaine de repos et je vais prendre soin de moi, en fait. Et de ne pas attendre ces grandes phases, quitte à justement ne pas avoir de vacances de Noël ou pas avoir de vacances d'été, mais au moins j'ai des vacances quand moi et mon corps et mon esprit en a besoin. Ouais, tu as réussi à créer, toi, en fait, tes rituels. Et vous, est-ce que c'est à nouveau, vous avez encore ce truc-là, l'été de retourner dans cette ville à laquelle vous êtes attaché, ou ce sont des nouveaux rituels maintenant que vous avez? Moi, c'est marrant parce que je voulais te poser une question, justement. Qu'est-ce qui est le lien entre le livre et le fait que tu te sois mis à partir en vacances? C'est quoi le lien entre ces deux choses, en fait? Mais justement, c'était que je voulais plus être importante. Parce que le livre a tellement marché que tout d'un coup, tu deviens public. J'étais jeune, j'avais 26-27 ans quand mon livre est sorti et j'étais pas du tout préparée au degré d'exposition et à la promotion médiatique. Personne ne m'avait dit que ça allait se passer comme ça. Donc j'ai adoré. En fait, c'est ça le pire, c'est que j'ai adoré défendre mon projet, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, je me sens pas à l'aise avec l'idée d'être tout le temps sur le devant de la scène. Et je pense que c'est pas sain non plus. Je pense qu'il y a aucun être humain qui est fait, en réalité, pour être épié du matin au soir sur ses propos, sur sa vie, etc. Et en fait, je me suis dit, je peux pas être bien dans l'espace public, je peux pas avoir un discours concis et construit si moi, je suis pas en paix avec qui je suis, et avec qui je suis aussi. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. C'est vraiment un moment où j'avais l'impression de me connaître, quoi. Et c'est super. Je sais que ça peut paraître un peu cliché ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est essentiel, quoi, de rester fidèle à soi-même. Et justement, là, on est très serré en plus, parce que vu qu'on soit tous vraiment très très proches pour pouvoir créer ces discussions super intimes et tout, mais on va parler de solitude. Et tout à l'heure, Nesrine, tu nous expliquais que toi, en fait, ton rituel pour réfléchir, c'était de partir très très loin. Et très très seul. Et très très seul surtout. Et pour un peu, mais t'isoler du monde et aussi d'une certaine forme de notoriété, en fait. On va pas non plus, tu vois. Non, c'est la réalité. Faut de l'humilité, mais t'es quand même quelqu'un de connu. Oui. En tout cas sur les réseaux sociaux, oui. Oui, sur ce qui est une nouvelle forme de notoriété. Sur 2-3 plateaux aussi, il me semble. Tout à l'heure, on s'apprêtait à entamer une discussion aussi sur la question de la solitude. Vous, j'aimerais savoir, en tant qu'artistes musicaux, comment vous vivez la solitude? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule? Et comment ça s'inscrit aussi dans un processus créatif? Parce que je sais que dans Terre Noire, vous faites pas exactement la même chose tous les deux. Ouais. Comment vous vivez ça? Voilà. Alors moi, j'ai pas énormément de problèmes avec la solitude. J'ai vécu seul pendant très longtemps. Là, je suis reparti en colocation, mais j'ai vécu de nombreuses années seul. Je la chéris beaucoup. J'aime bien partir aussi tout seul. Ça m'est arrivé souvent de partir dans des villes à droite, à gauche.
Là, je reprends ce que dit Nesrine. J'aimerais bien partir faire des grandes randonnées tout seul. Donc j'ai regardé ce qui était possible. J'aimerais faire la traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée, mais bon, c'est 50 jours et il faut les trouver quand même, ceci. Et puis, il faut notamment marcher 12 heures par jour pendant 7 jours sur 7. Mais la solitude, ça me fait pas peur. Je trouve que les choses que je fais aussi, c'est s'isoler avec un morceau, avec une plage, avec des textures et les triturer pendant des heures pour faire en sorte que ça marche bien. Donc, c'est un travail d'alchimie. L'oxygénation d'autres personnes dans un studio fait que les choses avancent et naissent, et ensuite la sédimentation et la possibilité de rendre la matière de plus en plus précise, de plus en plus fine est un processus solitaire. Et je pense qu'il faut des deux, mais je peux pas dire que la solitude me terrifie. Non. Ok. Et en plus, t'as ce truc du coup où tu dis qu'en fait tu peux te nourrir du monde, mais qu'après c'est seul que toi tu préfères créer et que tu penses que les choses se font, quoi. J'aime bien ces moments en tout cas où on est seul avec sa machine et on réfléchit, on se fait percer, il y a pas d'autres interfaces, il y a pas d'autres interférences même. Et toi Raphaël, t'as le même rapport à la création et à la solitude ou... Pour moi c'est hyper ambivalent, j'ai vraiment besoin des deux énergies. Les temps de solitude, ils sont hyper nécessaires pour moi. Je lis des trucs sur le yin-yang en ce moment, et justement je pense que l'équilibre c'est vraiment... j'aime bien cette idée de... le yang, c'est cette énergie d'action qui est centrifuge, qui va vers l'extérieur. Et dans nos vies, là, on va vers l'extérieur quand on fait de la musique, quand on tient des discours politiques, quand on écrit, quand on va vers l'autre. Et donc, pour moi, c'est normal qu'en fait, quand on... il y a une espèce de proportion, en tout cas, d'équilibre. Quand on donne beaucoup vers l'extérieur, je pense qu'on a besoin de revenir beaucoup vers soi. Et donc, tous les moments là que j'ai trouvé de retour vers moi, c'est... quand j'écris, c'est vraiment des temps qui sont extrêmement longs. C'est quand même bizarre parce que la plupart des gens voient des gens de manière modérée. Et nous, on a fait peut-être 120 dates ces dernières années. Donc, on a rencontré énormément de monde. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, quand c'est terminé, là, on prend des plages de grande solitude très, très vite. Donc il n'y a pas de presque d'harmonie. Donc, je trouve qu'il faut, pour trouver cet équilibre de la solitude versus le très, très grand nombre, je trouve que ça demande beaucoup de finesse. Et l'écriture sert souvent à ça. C'est une compagnie, je trouve que c'est une compagnie, c'est un autre qui est à la fois une solitude et à la fois qui est toujours, on pense au futur, on pense à ce qu'on fabrique. Voilà, j'ai pas vraiment répondu à la question. Ça y répond très bien. Nesrine, est-ce que toi, ça rejoint ta conception justement de la solitude et de l'écriture en quelques mots Ouais, est-ce que je peux rebondir sur un autre truc parce que je suis passionnée, on va rentrer dans le fameux tunnel. Ça y est, c'est l'heure du tunnel. Voilà, c'est l'heure du tunnel, le concept de l'émission. Non, je trouve super intéressant ce que tu dis par rapport au yin au yang au yin yang, pardon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ne les genres pas. Moi, je suis tombée dans le vice de TikTok. Je sais pas si vous connaissez un peu les coachs en séduction de TikTok, qui en fait genrent les énergies, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des énergies masculines, donc les gens qui sont dans leur... Par exemple, moi, vu que j'ai une énergie d'action, on dit que c'est une énergie masculine, ce avec quoi je suis évidemment pas d'accord, et que des énergies plus de femmes qui reçoivent, c'est une énergie féminine. Et vraiment ça... C'est faux. En plus, je trouve que c'est dommage parce que le principe de yin et yang est hyper intéressant. Incroyable. Parce que ça dit que chacun d'entre nous a cette énergie en soi de don et de recevoir, de l'autre et de soi-même, et donc ça n'a rien à voir avec son genre. Et moi, le problème que j'ai avec TikTok en ce moment, c'est que je vois vraiment des coachs, que ce soit femmes et hommes, qui t'expliquent comment être toi dans ton énergie masculine pour séduire et comment être dans ton énergie féminine pour séduire aussi. Et je trouve ça un peu dommage. C'est comme se couper en deux en fait. Alors qu'on est tous normalement, pour être équilibrés, il faut qu'on soit traversé par ces deux énergies, énergie d'action, une énergie de repli, et on pousse les hommes à être dans l'action, dans l'extérieur, et les femmes vers l'intériorité, ces espèces de grands clichés qui sont racontés sur les genres. Oui, sur les émotions aussi. Sur les émotions aussi. Ouais. C'est-à-dire que les hommes se disent peu d'eux-mêmes, etc. Alors que finalement, ce serait un cadeau extraordinaire de rééquilibrer, de dire aux hommes, dans la situation où j'en suis de dire aux hommes, en fait, l'intériorité, recevoir, accueillir, être en capacité d'accueillir les paroles, d'être en capacité d'accueillir ses émotions, c'est extrêmement important. Et donc pour moi, j'aime bien ce truc du yin yang parce que je le lis beaucoup en ce moment et je trouve que ça serait une clé. Là, pour l'époque, pour moi, ça serait une clé de lecture beaucoup plus intéressante. Et je ne connais pas les coachs en séduction TikTok. Mais voilà. Mais en plus, c'est ce que la lutte contre le sexisme fait actuellement, parce que ça dépasse même la question de faire avancer les droits des femmes. Mais en plus, on en a déjà discuté, le truc où il faut laisser une place pour permettre aux hommes, comme aux femmes à qui on a toujours autorisé, d'affirmer une tristesse, ce qui leur permettrait aussi d'être peut-être plus heureux, et à l'inverse, plus de place pour les femmes pour pouvoir manifester aussi de
de la colère, en fait. Ça rejoint toutes ces questions, je trouve, d'énergie. Ensemble, juste avant, on a parlé de solitude, du fait, en fait, d'avoir des moments vraiment qui peuvent nous faire gamberger et nous pousser à créer. Alors moi, c'est justement sur ces questions de temporalité que j'ai à nouveau envie de vous interroger. Et je vais vous poser une question très simple, et je pense que ça va aussi parler aux personnes qui nous écoutent. C'est bête comme chou. Je sais pas d'où je sors cette expression encore, mais voilà, vous avez compris. Est-ce que vous comptez en année scolaire, en année du calendrier ou en anniversaire pour faire vos bilans? Est-ce que pour vous, l'occasion de réfléchir et de se dire « Ok, voilà mes bonnes résolutions », c'est plutôt la rentrée de septembre, donc maintenant. Est-ce que c'est plutôt votre anniversaire maintenant pour certains comme Théo, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Allez, c'est dit. Happy birthday to you. C'est parti, les gens entrent dans le studio. Allez. Le gâteau est en train d'arriver. Je veux mon Paris-Brest. Je veux mon Paris-Brest. Ou est-ce que donc vous comptez en analyse du calendrier, le soir du Nouvel An, vous vous dites « Bon ben voilà, là je vais être une nouvelle personne demain, en gueule de bois ou pas ». Enfin voilà, comment ça se passe pour vous? Moi je crois que je suis resté un peu classique, c'est-à-dire que là c'est la rentrée, nous sommes le 31 août. Je sens qu'il y a quand même une énergie, moi beaucoup plus qu'en janvier, où je trouve pas qu'il y a un moment de rupture. On est au plein milieu de l'hiver. Je trouve qu'on est dans une espèce de tunnel de froid et d'énergie plutôt basse. Enfin moi c'est pas le moment que je préfère de l'année. En revanche là, à chaque fois il y a la magie de la rentrée, c'est-à-dire il y a la petite semaine avant où on n'a pas très envie de revenir. Moi en tout cas j'étais un petit peu terrifié par tous les enjeux et tout. Et là cette énergie de les gens reviennent, il y a du monde dans les rues qui repasse. Je trouve qu'il y a une énergie de possibilité qui est de l'ordre de la magie, quoi. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, pourquoi et c'est là, ici, enfin, ce que je me suis dit en arrivant, je me suis dit, c'est marrant, en septembre, là, c'est le moment où on mise pour un an en entier. Et enfin, pour moi, c'est beaucoup plus le cas là, maintenant, en septembre, qu'en janvier, mon anniversaire, je ressens rien pour mon anniversaire, donc ça marche pas pour moi. Ok. Et toi, Théo, si tu me dis que c'est ton anniversaire, là, ça veut dire que c'est hyper symbolique aujourd'hui, non? T'es plutôt année scolaire, calendrier? Je suis très année scolaire. Okay. J'aime beaucoup. Non, je rigole. Je déteste ma date d'anniversaire puisque je me faisais les premières journées scolaires parfois le jour de mon anniversaire. Et quand t'as 7 ans, ça laisse des traumatismes aigus pour tout le reste de ta vie. Mais non, je pense toujours au mois de septembre où tu reviens, où tu vois ceux qui ont le teint bronzé, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont fatigués des vacances, ceux qui ont envie que ça reprenne. Et en effet, je crois qu'on ressent moins cette disparité des énergies et le fait qu'on rentre tous dans une grande canalisation d'êtres humains les premières semaines de septembre, plutôt que sur les premières semaines de janvier où on est bien évidemment tous les mêmes, remplis de mousse de canard. Non, et remplis de mousse de repas des fêtes. Et toi, Nasrine, c'est plutôt quel moment où tu te fais tes bilans vraiment? Moi déjà, je déteste le Nouvel An. Okay. J'ai un truc un peu un trauma social avec la pression sociale, absolument le fêter. Et vu que toute mon adolescence, vraiment de mes 18, non j'abuse même plutôt, de mes 15 à mes 21 ans, je me suis mise une pression extraordinaire à avoir justement un nouvel an extraordinaire. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, vraiment il fallait que je pense à ma soirée en amont, j'avais pas envie d'être seule. Là ça fait 2-3 nouvel an que je suis toute seule. Et je le vis plutôt bien, parce que justement, je vis super mal cette pression sociale du Nouvel An. C'est pas comme ça que je compte. Moi, je compte en anniversaire. Je compte même en tranche d'âge. Donc là, je vais avoir 30 ans en mai, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Et c'est vrai que j'ai un vrai truc là où je me presse de faire plein de choses parce que j'ai envie de me dire je vais les faire avant 30 ans. Enfin, c'est tout simple, mais il y a mon premier documentaire qui va sortir en janvier et je me dis c'est super, ça va sortir avant mes 30 ans. Donc j'aurais fait un documentaire avant mes 30 ans. Je sais que c'est nul parce que c'est vraiment la pression de la trentaine, mais moi je fonctionne plus en âge et je fonctionne vraiment. Et moi ça m'aide à faire des bilans, de me dire voilà, donc dans mon année de 26 ans, j'ai fait ça, professionnellement j'ai eu ça, personnellement j'ai eu ça. Moi le perso il prend de plus en plus de place parce que j'ai besoin de cet équilibre-là. Donc c'est vrai que je réfléchis plutôt en âge. Mais j'ai la même chose que toi aussi avec les âges, à me dire j'ai envie de sortir un livre à tel âge, j'ai envie de trucs, machin, nanana. De passer des caps, quoi. Exactement. Et du coup, ça a été quoi, je vous demandais la même chose pour l'année scolaire, vous, mais toi, ça a été quoi du coup ton âge préféré et pourquoi? Vraiment en 2 mots. 21 ans. 21 ans, c'était exceptionnel. Moi, je suis partie à Miami fêter mes 21 ans en été. Enfin, je me sentais trop belle à l'époque. C'est horrible de dire ça, mais tu es toujours extrêmement belle. C'est gentil. Non, mais je veux dire que c'est à 21 ans, on se sent. J'adore moi quand on est une femme de 21 ans, on a passé le cap de l'adolescence. Les complexes commençaient à être un peu plus réglés. J'avais plus d'appareil dentaire, plus d'acné. J'avais des beaux cheveux longs. Puis t'es encore assez jeune pour Léo DiCaprio, ouais, donc tu vois, c'est réussite. Et vous, les garçons, votre année scolaire. C'est important.
Votre année scolaire préférée, c'était ? Moi, je suis pas très nostalgique. J'aime pas trop regarder derrière. Là, je vis une année extrêmement costaud, mais je l'aime bien parce que, enfin, je sais pas si j'ai un problème de mémoire. Je me souviens pas bien des années avant, mais j'aime bien celle-ci parce c'est peut-être l'année la plus mouvementée de ma life pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'elle va me permettre de métamorphoser. Voilà, pour moi, je me suis dit, c'est l'année de la métamorphose. Mais d'ailleurs, Raphaël, parce qu'effectivement, ça, tu vas pouvoir nous en parler, année hyper mouvementée sur tous les plans. Et parfois, c'est des années où, justement, qui sont extrêmement formatrices. On en a déjà parlé tous les deux. Et qui, du coup, voilà, faut pas qu'on se dise que les moments d'intensité sont nécessaires parce qu'on peut pas vivre que comme ça. Non. Mais c'est aussi très formateur. Nous avons discuté donc de cette question des bilans, des années, de ce qui est important pour les uns les autres. Et vous avez des façons assez différentes, finalement, de concevoir la chose, de voir ce qui gère un peu votre pensée au niveau du temps. Et ça montre voilà, qu'on a tous des façons un peu différentes de mesurer nos vies. J'aimerais vous poser une question, et là on va un peu venir sur la question de la réussite, parce qu'évidemment, dans les sphères dans lesquelles on évolue, qui sont pour nous tous publiques, c'est quand même une question qui revient souvent. C'est quoi un bon bilan, en fait ? Un bon bilan, pour moi, c'est la qualité de la fatigue après avoir réalisé quelque chose. C'est, on a par exemple, nous, quand on termine un album ou quand on a bossé, par exemple, pour les Victoires de la musique, on devait faire un show de 4 minutes et on avait bossé 3 mois sur ces 4 minutes et beaucoup. Et le lendemain, quand c'est parti, il y a toujours un moment de décompression, c'est normal. Le stress qui tombe, tout plein de choses, de choses qui tombent. Et si ta fatigue est un moment de liberté totale. Ouais, comme un sentiment d'accomplissement, genre. C'est extraordinaire. Si tu sens qu'il y a une frustration et que ça devient un épuisement, ça veut dire que tu comprends où est le chemin du bon bilan et le chemin du mauvais bilan, en fait. Pour moi, c'est à cet endroit-là, en tout cas. Et du coup, à la suite d'un bon bilan, quel but on peut se donner après ? Parce que, en fait, si on a atteint son objectif, qu'est-ce qu'on fait après ? Quand on a réussi à faire autant de dates, quand on a eu des victoires de la musique, quand on a réussi à publier des livres alors que on s'est toujours dit voilà, je viens de loin, ça va être chaud. Quand on réussit à passer à la télé, à avoir autant d'abonnés aussi, à avoir toute cette audience finalement, à quel moment on se dit ok, là j'ai réussi, je me pose un peu, comment on se fixe encore un but après ça ? Là en tout cas, nous ce qu'on se disait par exemple dans toutes ces choses, c'était plutôt faut qu'on fasse vivre notre musique, mais finalement l'arborescence de tout ça et le tronc commun, c'est il faut qu'on fasse des super morceaux. Et du coup ça en fait finalement ça reste une quête qui est pas trop difficile parce qu'au début la base de Terre Noire et la base de toutes les choses, c'est on veut faire du bien aux gens, on veut faire des super musiques, on veut se rendre fier par la qualité de la musique et prouver qu'on a réussi à faire quelque chose que nous-mêmes on aimait. Et à vrai dire, ensuite, faire le bon show à la télé, faire les bons concerts, faire le bon move politique avec les bonnes personnes pour que tu réussisses à être écouté et tout. Finalement, c'est juste l'arborescence de cette substance initiale que tu veux faire. Donc finalement, la mission principale est toujours renouvelable si elle est saine. En tout cas, pour les bonnes musiques, je crois que c'est réussi. C'est gentil. C'est Nesrine, les buts que tu avais à 20 ans, à 25 ans, est-ce que tu les as atteints ? C'est assez fou, mais ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant ta question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint son rêve de gosse. Moi, mon premier rêve, c'était je voulais être présentatrice de JT, je voulais être Claire Chazal. J'y suis pas arrivée, c'est pas très grave parce que j'ai fait autre chose, mais j'ai quand même trouvé un vrai sens de l'accomplissement. En fait, je pense que, juste pour revenir sur cette question de bon bilan, je pense que c'est vraiment une question de est-ce que je suis en paix avec moi-même ? Et quand je dis avec moi-même, c'est avec la jeune fille que j'étais à 15 ans. C'est Virgil Abloh qui disait tout ce que je fais, c'est pour la version de moi quand j'avais 17 ans. Et c'est vraiment un truc que je ressens chez moi. C'est fort, ça. C'est-à-dire que, en fait, je peux accomplir plein de choses. Moi, je suis très fière de. Je pense que ce dont je suis le plus fière dans ma vie, c'est mes livres. Parce que ça demande un travail justement très solitaire. Ça demande beaucoup d'introspection. Ça demande aussi du courage, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce qu'on s'expose face au monde. On expose sa vision des choses. Les personnages, c'est quand même quelque chose qui est très personnel aussi. Et je vais me faire une jolie remarque. Mais la fiction, c'est particulièrement intime, mais on le sait. C'est ça. Et donc, c'est vrai que j'ai pas non plus le. Enfin, je pense que ce serait arrogant de dire c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'arrête là, c'est super. C'est juste que plus on creuse dans ce qu'on voulait faire, en réalité, plus il y a encore plein de choses à faire. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis pas dans une logique ni de performance, ni d'accumulation, ni de compétitivité, ni de faire plus, etc. Je suis dans un truc de comment je fais pour creuser au maximum ce que je voulais faire. Et donc, moi, j'ai l'impression, par exemple, là, par rapport à mes prochains projets,
J'ai l'impression que pendant des années, j'ai tourné autour de la question et que là, j'y suis arrivée. Là, j'ai envie de m'intéresser à l'identité de femme maghrébine. Et ça va m'occuper pendant encore 5 ans. Et je sais qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais trouver un autre sujet. Je vais trouver une autre préoccupation. Je vais trouver quelque chose qui m'anime. Donc, en fait, c'est plus tellement de l'accumulation. C'est je vais vraiment chercher au fond de moi ce qui m'anime, ce que j'ai de plus personnel pour produire quelque chose à partir de ça. Donc, et en plus, ça enlève justement la pression de la réussite, parce que ça veut dire quoi réussir ? Est-ce que c'est le nombre ? Justement, je suis pas sûre que réussir, ça veut dire c'est le nombre d'abonnés, le nombre d'argent, etc. Je pense que c'est vraiment un espèce d'alignement avec soi, qui on était, qui on veut devenir, et voilà. Tu nous parlais de livres, Nesrine. Raphaël, en tant qu'écrivain, au sens de personne qui écrit, en 2 mots, est-ce que tu as atteint, le but que tu voulais pour tes 30 ans ? Presque, je rêvais d'une victoire de la musique. C'est vrai, je l'ai appelé. Moi, je fonctionne vraiment pas. J'appelle les trucs, je les écris très précisément et je fais en sorte qu'ils adviennent. C'est comme lancer des. C'est hyper fort. C'est comme lancer des cordes au loin et essayer de les faire revenir. Et là, je suis dans un moment un peu particulier par rapport à ça. Enfin, tout ce que tu dis, ça résonne. C'est des interrogations que j'ai actuellement sur ce truc d'approfondissement plutôt que d'accumulation et ce que j'appellerais la conquête. Je pense qu'on vit dans un monde où l'imagerie, la forme naturelle, c'est celle de la conquête, de grandir exponentiellement, etc. Et je trouve que la forme de l'approfondissement, de la précision, de la maîtrise, en fait, c'est toujours une forme de décontraction. Enfin, moi, je pense toujours aux arts martiaux, c'est-à-dire, en fait, pour progresser, au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir gravir, il faut relâcher un muscle. Et je pense qu'on est à des âges, on a tous à peu près les mêmes âges, là. Soit tu continues à forcer et tu te blesses. Je pense à des gens qui se sont blessés dans nos métiers, quand on dit les burn-out, les carrières qui s'abîment. Émotionnellement et psychologiquement, bien sûr. Tu te détruis. Soit, je pense, tu te décontractes, et donc ça veut dire que tu es obligé de laisser tomber quelques imageries du successful, etc., etc. Sur la question de cette réussite à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans, et pour rappeler aussi à toutes les personnes qui nous écoutent que parfois on se fixe un objectif pour nos 20 ans, et peut-être qu'on l'attendra à 30, et puis qu'on ira bien au-delà, et que c'est jamais trop tard. J'ai demandé à une 3e personne une 4e personne de me donner son avis sur ça, sur les rêves qu'on a à tel âge et à quel moment on les atteint. Et c'est une de mes grand-mères. Et elle m'a répondu dans un audio que je vous diffuse. Je ne suis plus jeune. J'ai déjà fait un long chemin de vie en couple avec des enfants et une vie professionnelle prenante. J'ai toujours aimé le dessin, la peinture. Après le bac, mais la situation de mes parents ne m'a pas permis d'aller en fac aux Beaux-Arts. Et j'en ai pas fait mon métier. Mais à la retraite, je me suis tournée vers des activités citoyennes de longues années. Et maintenant, je réalise mon rêve. Je vais dans un atelier peinture et je peins. Je peins à l'aquarelle, je peins à l'acrylique, je peins à l'huile. Et je fais des expositions de peinture où je participe à ces expositions de peinture. Et j'ai réalisé mon rêve de jeune fille. Maintenant, il faut toujours réaliser son rêve jusqu'au bout. Voilà, c'est ma mamie qui nous parle à 86 ans. C'est trop mimes. Wow. Du fait de ne jamais lâcher. On l'embrasse, je pense, tous. Bah oui. Bien sûr qu'on embrasse la même. Et moi, j'aimerais en fait qu'on parle de quelque chose parce que ça me semble assez important, notamment dans le milieu artistique que tout le monde ici fréquente de près ou de loin. C'est la question de la réussite, de savoir est-ce qu'on réussit au fond si on a tout mais qu'on n'est pas heureux ? Est-ce qu'on peut dire que ça va quand on a absolument tout, l'argent, le succès, mais pas le sommeil ? Non. C'est un enfer. Ouais, c'est pas ça. Le sommeil. Oh, quel cauchemar. Non, je pense qu'à ces endroits-là, il faut ça. Si on se rend compte qu'on a tout et que ça marche pas, il faut s'affranchir de certaines idées qu'on garde en soi comme étant le bon fonctionnement pour notre vie. Non, le soin, que l'on porte à soi-même est la chose la plus importante. Ensuite, il est peut-être nécessaire de passer à toute petite dose à ces endroits où on se fait peur pour pouvoir comprendre quelles sont ses limites. Mais non, si je pouvais pas dormir, moi j'arrêterais tout de suite. C'est ce qu'on s'est dit avec Raphaël, c'est dès que ça touche trop puissamment à notre intégrité physique, ça veut dire déjà qu'on fait les choses mal et qu'il faut replanter des graines pour que ça fleurisse à nouveau et que ça fleurisse mieux et que ça fleurisse de manière plus pérenne. Non. Mais c'est pour ça que c'est hyper cool en plus de bosser entre refs parce que du coup
vous prenez forcément ce l'un même quand vous êtes au fin fond, je pense, de votre studio sous terre. Ouais. Forcément, il y a un moment où tu fais attention. Plus ouais, que, non. Puis c'est vraiment je pense que c'est une vision d'aller se faire mal, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui voient justement le succès, no pain, no gain. Il y avait ce mythe de l'artiste aussi qui doit se détruire et tout. Ouais, exactement. Ouais, de la souffrance, mais qu'on voit vachement autour de nous. Il y a des gens, ils se disent en fait, on va proder sans cesse, jour et nuit. Il y a vraiment des gens qui se font des sessions de nuit tout le temps. Ils se mettent à bout, ouais. Et ils se mettent à bout, et je pense que ça fait partie des imaginaires. Et tous ces trucs d'imaginaire, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que j'aime bien justement les rythmes des gens qui écrivent. Souvent, c'est plus diurne. Enfin, en tout cas, ouais, ça dépend. Enchantée, Anna. Ouais, c'est ça. Ouais, Enchantée pour ceux qui font des insomnies pour écrire des livres aussi. Ah ouais, vous écrivez au milieu de la nuit? J'ai pas le choix, je dors pas, donc écoute. Ah ouais, donc c'est. Quand je dois écrire et que vraiment ça me prend trop aux tripes, j'arrive plus à dormir, donc de fait j'écris la nuit. Je sais pas, Nesrine, ce qu'il en est pour toi, mais. Ah, moi, si, tous mes livres, je les ai écrits la nuit, et je veux pas dire que c'est un fardeau, mais ça me demande en termes d'énergie émotionnelle de coucher des choses très très dures. Il y a notamment mon deuxième où il y a beaucoup de meurtres dans mon livre, et notamment des féminicides. Ça te demande de te mettre dans des états qui sont pas humains. Et je suis d'accord avec toi que c'est un peu néfaste justement de dire qu'il faut aller jusqu'à là, mais il y a des fois où artistiquement c'est la seule chose qui permet de produire des émotions, quoi. J'aimerais qu'on parle juste quelques minutes parce que y a beaucoup de choses à dire ce soir et vous avez beaucoup de choses à dire, donc c'est absolument génial et je suis ravie. On a des artistes, je pense qu'on a tous dans ce studio beaucoup écouté. Je pense à chronologiquement Diams, Stromae, parce que oui, en Belgique on dit Stromae, on ne dit pas Stromae. Nekfeu, Damso, donc à nouveau un Belge. Vous percevez comment cette volonté, pour des raisons très différentes, de se retirer en tant qu'artiste en plein succès? Moi j'adore l'histoire du camping-car de Damso. Ouais. Pour moi c'est un des gestes. C'est génial. Tu lâches ta Rolex et tu t'en vas. Mais ça c'est un des gestes les plus sains, les plus fins. C'est trop bien. Et c'est vraiment c'était ce truc de en fait je vais aller. Déjà, c'était son rêve qu'il avait annoncé. Et c'est-à-dire qu'il a fait des trucs immenses, mais son plus grand rêve, c'était. C'est ça qui est fou. Le dépouillement, la sobriété. Ouais. Je pense que c'est un lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est un geste qui est fascinant. C'est-à-dire, à la fois, il y a plein de décontractions, c'est assez drôle. Et c'est de dire, en fait, tout ce pourquoi je fais ce métier, c'est juste pour créer. Et donc, je vais le faire dans mon camping-car. C'est trop bien. Ah, c'est génial. Moi, tu sais, Diams, je peux que continuer de la citer parce que c'est une référence ultime pour moi. Et j'ai l'impression qu'en plus, je veux pas parler en son nom, je parle pas au nom des femmes, mais je parle vraiment en termes d'analyse de comment je le perçois. Je pense que ce qu'il a abîmé, c'est aussi la lutte contre les injustices, parce que pour moi, Diams, c'est une des premières féministes. Je me rappelle des sons comme Ma souffrance, où elle racontait ses violences conjugales. Il y a plein de sons qui sont éminemment politiques quand on écoute Diams, et je pense que moi, je me reconnais dans ça. Tu sais, on parle souvent dans nos milieux militants féministes du burn-out militant, de la fatigue militante, et c'est vrai que je reconnais aussi ça en elle, c'est-à-dire cette fatigue, parce que je crois que quand on fait les métiers qu'on fait, artistiques au sens large, on le fait vraiment depuis nos tripes, nos cœurs et ce qu'on considère comme des valeurs morales très hautes. Et parfois, je pense que les défendre, ça nous épuise beaucoup. Et je trouve que c'est sain de leur part. Nekfeu, c'est pareil. Je trouve que c'est super sain de dire à un moment donné. Et en plus, c'est une manière de désacraliser la visibilité, la notoriété à une époque où tout le monde court après ça. On est quand même à une époque où c'est à portée de main d'être connu maintenant sur TikTok, les réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est aussi un retour en arrière en disant moi, j'ai surtout envie de faire de l'art. Je ne cherche pas initialement à être connu. C'est un des désavantages ou des avantages en fait de mon métier. Et je trouve que c'est bien, ça renuance un peu cette posture-là de superstar qu'ils peuvent avoir. Je vais vous questionner sur votre rapport, justement, tout le monde rigole, sur le rapport à la joie, sur le rapport à l'intensité, parce que évidemment, on fait que nous répéter que les artistes et les personnes qui créent doivent toujours être extrêmement malheureux. Je suis pas d'accord avec ça, et je sais que vous non plus, parce qu'on l'a dit juste avant. Est-ce que l'intensité vous rend heureux? Et surtout, la question va être aussi, est-ce que vous prenez le temps de savourer la joie et les victoires comme vous prendriez de plein fouet la tristesse? Et parce que je pense qu'il y a vraiment des moments où on vit, c'est très intense, et même si on vit des trucs cool, mais en fait on les savoure pas parce qu'on n'a pas le temps de se poser et se dire waouh mon Dieu. Et donc je pense qu'il faut vraiment des temps pour apprendre, pour savourer et encaisser, mais je ne suis pas une invitée, donc en fait c'est pas à moi de donner mon avis et de tunnel la France entière, je l'espère, derrière son poste. Du coup je vais me tourner vers toi, Nesrine, tout d'abord. Je pense aux affaires très sensibles sur lesquelles tu es sollicitée en tant que journaliste, bien sûr, mais aussi en tant que femme maghrébine engagée sur les questions du féminisme et de l'antiracisme. Je pense à tes livres à succès, donc on en parlait tantôt, et à l'engouement que crée chacun de tes posts, toujours passionnants sur les réseaux. Comment est-ce qu'on prend le temps de se poser sur ce qu'on vit, qui est vertigineux, à part en se téléphonant, quand on est soumise à l'urgence constante de l'actualité?
Moi justement, alors c'est ironique ce que je vais dire, c'est que là c'est la première année où je vais être vraiment dans le vif de l'actualité puisque je suis chroniqueuse chez RMC régulièrement et donc je vais devoir débattre de l'actualité, mais jusqu'ici en fait je me préservais pas mal de l'actualité, c'est-à-dire c'était moi qui postais ce que j'avais envie de poster en fonction. Tu faisais du temps long beaucoup. Je faisais beaucoup de temps long, moi je suis très documentaire, je suis très livre et ça c'est du temps long. Là c'est la première année où je vais dans le dur après avoir quitté Twitter il y a déjà presque 4 ans pardon, et donc là c'est vrai que j'y retourne, mais parce que je me sens prête. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Je pense que c'est très important de s'écouter dans l'évolution de sa carrière. C'est peut-être tout bête, mais à un moment donné, j'étais moins à l'aise avec l'idée de donner mon avis sur l'actualité au jour le jour. Je sentais que j'avais déjà besoin de beaucoup de me former, que ce soit sur l'oralité ou que ce soit aussi sur des connaissances sociologiques. Donc j'ai pris beaucoup de temps d'abord pour être à l'aise avec ça. Et en fait, j'ai abandonné un truc qui me pesait depuis mon adolescence, c'est que je cherche plus la validation. Ça m'a sauvée. En fait, pendant longtemps, j'ai cherché à plaire à d'autres personnes qu'à moi-même, à convaincre d'autres personnes que moi-même, et j'ai cherché le soutien. Et je pense que c'est important parce que ça veut dire que du coup, on attend aussi un retour sur ce qu'on fait. Mais maintenant, je fais pas du tout ça. C'est-à-dire que maintenant, je fais au maximum de ce que je peux. Je produis ce que je peux. Je m'informe, j'essaie de travailler au mieux, mais je suis aussi indulgente avec moi-même. C'est-à-dire que je me regarde pas avec un regard intransigeant, puisque c'est malheureusement le propre du racisme et du sexisme, c'est qu'on pose un regard sur nous qui est très critique. Mais c'est ça, parce que ce que tu dis sur la question de la validation et de la légitimité, t'en parles de toute façon à merveille dans ton livre Illégitime, mais en fait, en tant que femme et en tant que personne racisée, en tant que personne aussi qui ne vient pas d'un milieu bourgeois, c'est long à arriver. Alors qu'il y a des gens, je pense qu'ils arrivent, on le voit tous les jours malheureusement, dans le champ médiatique, ils ne se posent pas une seule seconde la question de se demander si leur avis est légitime, puisqu'on ne l'a jamais remis en question. Oui, mais parce qu'on sait aussi qu'on va être plus facilement attaqué. Moi, je sais que c'est déjà assez frappant là sur les quelques plateaux que je viens de faire sur l'abaya, le sujet de la rentrée. C'est assez fou de voir que j'ai été coupée. J'ai jamais pu finir vraiment une phrase, alors que sur le plateau, il y a d'autres hommes blancs qui peuvent, eux, terminer leur phrase. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité qui est systémique, c'est-à-dire que notre temps de parole, il est compté. On doit être hyper performante dans la concision, dans la précision. Donc c'est vrai que ça nous demande un travail encore plus important. Mais en même temps, j'ai pas envie d'en parler comme une contrainte parce que je kiffe trop, en fait. Enfin, j'ai atteint un stade où je veux en fait défendre, parce qu'en fait c'est notre génération, on est une très belle génération qui est alerte sur plein de sujets, sur le racisme, le sexisme, l'écologie. On est je pense compétent sur plein de sujets que les anciennes générations n'arrivent pas à comprendre. Donc il faut qu'on aille au front partout où on peut avec l'énergie qu'on peut y mettre, quoi. Donc j'y vais maintenant avec de la joie. C'est ce que tu disais en commençant. Et je pense qu'il faut le faire comme ça. Il faut le faire aussi dans la joie, pas forcément que dans la colère. Vous, à travers vos chansons, dont la poésie me parle, à titre personnel, énormément. Mais vous le savez déjà. Vous connaissez merci. Vous connaissez facilement la fameuse. Vous connaissez très bien la fameuse vie d'artiste, sans donner l'impression de vous économiser, parce que vous parcourez les scènes sur lesquelles vous donnez beaucoup, jusqu'à enchaîner 66 concerts, si j'ai bien compté. En 2022, ouais. En passant du temps en studio à réunir les gens que vous aimez, en écrivant, en organisant même votre premier festival, on en parlait tout à l'heure, pour mettre à l'honneur les gens de chez vous, bien loin de Paname. Comment est-ce qu'on compose en fait entre la nécessité parfois viscérale de créer chez les artistes et le besoin pour le cerveau et le corps évidemment de se reposer? Difficile, hein, franchement. Oui, c'est difficile. Moi, j'arrive pas trop. Ouais, la formule. Si pour revenir à cette idée de comment savourer, franchement, pour moi, c'est difficile de choisir les moments où on savoure. Pour moi, c'est les moments de joie, ils nous tombent dessus comme ça. Et je dirais que je passe quand même plutôt 80% de mon temps à travailler dans la concentration, dans une forme d'effort de travail, qui est un truc que je dois finir par m'avouer que c'est un truc que je dois adorer. Et les 20 derniers pourcents, me laisse saisir. En fait, c'est ce que disait Théo tout à l'heure, c'est le sentiment d'accomplissement, moi, c'est un des sentiments que je préfère. C'est le moment, c'est la décontraction après avoir fait un truc bien. Et là, je savoure une espèce de... Je sens mon corps qui se détend. C'est un truc fou, c'est addictif. Je pense que c'est pour ça qu'on taffe autant tous aussi. Ouais, et moi, je me souviens, par exemple... je vais toujours me faire un truc hyper fat à manger. Ouais. Après les très grands moments de ma life, genre après les victoires de la musique. T'es allé manger? Ouais, je suis allé faire un kebab. Premier truc que t'as fait, c'est un kebab ou t'es allé boire des coups? Je fais la même chose, moi. Non, mais tout seul en fait. Ouais. Tout seul, Ouais, j'ai besoin de retrouver une sensation de... Et en fait, la nourriture grasse me permet de me reconnecter à une forme de, je sais pas... De régression d'enfant. Avec ou sans oignon. Avec ou sans oignon, le kebab? Avec oignon. J'ai lu un article là-dessus, en fait, t'as tous les goûts qu'on connaît, amer, acide, sucré, salé, et en fait, il y a un 5e goût
C'est le kebab. Non, l'umami, c'est ça. L'umami. Et en fait, c'est un goût qui est indescriptible, mais c'est le goût en fait justement de la plénitude. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le lait maternel. Oui. Bon, j'ai lu un article très très vulgarisé, mais en gros ça disait ça. Et en fait, j'ai compris moi aussi le truc que je comprenais pas l'an passé pourquoi j'avais une addiction à une marque de fast-food que je ne vais pas citer parce que je sais pas si on a le droit de les citer. Je ne suis pas encore assez coutumière de la radio. Et en fait, j'ai compris un jour que c'est parce que je faisais que bouger pour le taf, et qu'en fait le seul truc que je retrouvais, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, partout, c'était ces fast-food là, et qu'en fait c'était le seul truc, c'est hyper triste que je raconte, c'était le seul truc apaisant que je retrouvais, et c'est un peu, ça répond un peu à ça aussi, et c'est le truc de l'umami, c'est le goût apaisant en fait. Si tu vas chercher le goût du réconfort. Exactement, c'était ce besoin de réconfort à travers les choses très très simples qui nous ramènent au sol en fait. Ouais, c'est ça. Et toi, est-ce que tu vois les choses pareilles par rapport à ce besoin de... Comment tu savoures en fait une victoire de la musique ou pas ? Des fois, on a la chance qu'une victoire arrive en plein acte. Dans le sens où on est en plein concert et le début du concert a été difficile à mettre en place. Les gens sont pas très très chauds, 35 minutes, oh là là l'erreur, Théo, l'erreur, oh là là l'erreur fatale. Et à la 55e minute, il y a un moment de joie intense je sais pas, l'existence a fait que les rouages se sont finalement mis en place, se sont huilés et commencent à tourner bien. Et là, c'est le moment où Raphaël, je sais pas, fait un guitare-voix et moi je fais juste des basses derrière et je suis en train de l'écouter chanter. Je me dis mais qu'est-ce que c'est formidable ce moment de la vie. Et ça aussi, ces moments de vie ou quand on est dans un studio et qu'on va trouver l'effet qui fait que la chanson elle est en train d'aller vers un autre endroit et que le propos est changé, qu'on va vraiment vers la précision de ce qu'on veut raconter, ça dure 1 minute 30, on se repasse le moment où l'effet arrive et on se dit ah mais ça y est, la chanson est en train d'exister, la chanson veut dire ce qu'elle voulait dire depuis le début, ça y est, on a réussi à l'habiller, on a réussi à l'illustrer. Et ben ces moments-là, voilà, c'est pendant les processus, ça dure 30 secondes, 1 minute, et c'est les moments de plénitude aussi qui permettent d'être des petits champignons de Mario qui permettent, hop là, de repartir encore à nouveau et se dire mais oui, c'est bien évidemment que c'est pour ça que je fais ce métier. Ouais. On va continuer évidemment à parler de vos vies. Est-ce que ça va et comment on fait en sorte que ça aille ? Parce que vous avez tous les trois un point commun, c'est que vous avez des vies qui vont très vite. Et donc ma question, ça va être en fait, c'est la question qui est centrale de toute façon depuis le début, donc c'est pas une surprise. Qu'est-ce qui vous fait avoir la sensation finalement d'évoluer quand c'est parfois si dur de se poser ? Mais la question va devenir un peu plus précise, c'est comment est-ce qu'on change ? Et est-ce que pour vous, presque on va faire un vote autour de la table comme dans certaines émissions. Pour vous, les changements, est-ce que ça vient de décision ou de déclic ? Parce que les décisions, en fait, c'est quand on réfléchit aux choses, voilà, on se pose, machin, nanana. Et les deuxièmes, c'est les déclics, c'est plus les expériences, c'est des choses qu'on vit. Donc, est-ce que pour vous, c'est plutôt les choses de la vie qui viennent nous ébranler, en fait, qui nous font changer, ou est-ce que c'est plutôt des occasions spéciales et on se dit alors là je m'assois dans mon canapé et je réfléchis ? Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un terrain qui soit propice au changement, et ça pour moi c'est des rythmes qui sont vachement lents, et parfois il y a la vie qui rentre dans cette matière et qui nous permet j'ai l'impression qu'on progresse, enfin il y a un truc de lenteur, il y a comme deux rythmes, il y a de la lenteur, on avance très très progressivement comme les saisons, et il y a des épreuves de l'existence ou des choses qu'on nous dit qui nous permettent de tout d'un coup faire des switches immédiatement, quoi. Voilà, pour moi c'est ça. Nasrine ? Moi, j'aime pas trop l'idée de changement. Enfin, je vois pas la vie comme une succession de changements. C'est-à-dire, je me dis pas on est et on va être plusieurs personnes. Je vois plutôt ça comme on est un peu un brouillon et puis on va vieillir. On va grandir et on va devenir la personne qu'on aurait dû être depuis le départ. C'est précisé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que du coup, je suis toujours enthousiaste quand il m'arrive quelque chose, parce que je me dis, ça va m'apprendre un truc sur moi et je vais encore plus être moi-même. Comme un millefeuille un peu. C'est ça. Et en fait, j'ai un truc très philosophique, spirituel de me dire le but suprême, c'est la paix. Je pense que c'est le but de tout le monde. Et la paix, c'est pas forcément le plaisir, mais c'est en tout cas d'être en paix avec qui on est, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut proposer au monde. Et sincèrement, depuis longtemps, je trouve que l'idée de changement, elle est un peu néfaste, parce que du coup, vous savez, c'est la fameuse phrase quand on rencontre des vieux amis. C'est maintenant ? Non, alors ça, plus jamais. Mais non, c'est surtout, vous savez, cette phrase quand vous revoyez des gens. Qu'est-ce que tu deviens ? Des gens qui ne vous connaissent pas depuis 10 ans, ils me disent ah ouais, t'as changé. En fait, j'ai pas changé. C'est juste que j'ai grandi et je me suis affinée dans qui j'étais. Et je trouve que c'est mieux de le voir comme ça, parce que ça veut dire qu'on ne change pas, on s'améliore et on grandit. Et je sais plus, c'était quoi ta vraie question ? Moi, j'ai adoré la réponse, en tout cas. Perso, j'ai adoré la réponse. C'était un très beau tunnel. C'était un tunnel. C'était un très beau tunnel. C'est ce qu'on appelle un fameux tunnel. Ça, c'est un tunnel. Ouais, il devrait y avoir un jingle tunnel. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel, qui n'ont pas bien compris malgré les moultes annonces sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas les réseaux et c'est très bien.
restez loin de tout ça. Un tunnel, c'est en fait, c'est quand on vient un peu tenir la jambe de quelqu'un en mode mais si, en fait, c'est super intéressant ce que je te raconte. Et toi, t'es là, tu lâches des SOS et la personne ne te lâche pas. Voilà, ça c'était un tunnel, mais là c'était un tunnel tout à fait consenti. Attends, je peux continuer mon tunnel ou pas? Je peux continuer mon tunnel quand tu disais pourquoi est-ce qu'on peut changer décision, déclic. Continue ton tunnel. Généralement, tu ne demandes pas. Regardez comment je vais parler de plus en plus vite, comme ça je vais bien rentrer dans le tunnel de la profondeur de mon âme, tu vois. C'est ça. Non, mais vous savez, le truc, moi, ce que je sens, je suis d'accord avec ce que tu disais sur déclic, décision. Moi, ce que je sens, c'est que quand il faut avoir une évolution dans sa vie, tout l'environnement devient agressif et compliqué. C'est-à-dire, on sent autour de nous que c'est pas le bon taf, pas la bonne personne, pas le bon moment, pas le bon esprit. C'est-à-dire qu'il y a un truc d'intuition qui nous dit je dois plus être là, je dois pas être là, mais je donc, dois partir. Tu crois plutôt au déclic, toi, pour les changements. Ouais, et il y a un truc très environnemental. Et toi? Ah pardon. Et toi Théo? Purée, moi en tant que Théo, je pense à, je pense que, alors pour moi en tout cas la manière dont ça marche c'est plutôt l'instinct. C'est le fait où je sens qu'il y a quelque chose. En fait, je fais confiance à mon corps. Mon ventre, il a mal s'il y a quelque chose qui est en déclic, qui est en déséquilibre. Et justement, j'ai demandé à des abonnés de m'envoyer des audios de déclic, enfin de me faire des petits audios par message. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé un message que vous allez écouter. Et c'est exactement ça, la sensation un peu de mal et de se dire, ok, je dois me barrer. Je vous laisse écouter. Alors oui. Déclic, c'est exactement le mot, puisqu'il y a 2 ans, j'étais en voyage avec ma meilleure amie en Croatie, et un soir sur une plage, je lui ai fait part, je sais pas pourquoi j'en avais jamais parlé à quelqu'un d'autre avant ce moment-là, des relations sexuelles très problématiques que j'entretenais à ce moment-là avec mon ex. Elle m'a un peu fait part de sa vision sous forme évidemment d'une discussion et plus de notre mode de fonctionnement, et clairement ça a fait le big déclic. Je me suis rendu compte d'énormément de choses sur cette plage et je me suis rappelé d'un tas d'autres faits, systèmes que je pouvais pas non plus tolérer dans notre couple, en dehors des atrocités sexuelles qu'il m'a fait subir. Après ces vacances, je suis plus jamais retournée dans l'appartement dans lequel je vivais avec lui depuis plus d'1 an. Et puis, dans la foulée, je l'ai quitté. Donc, meilleure décision de ma vie, alors que j'envisageais d'acheter avec lui. Maintenant, je repense à cette plage et vraiment à ce déclic que j'oublierai juste jamais et qui m'a littéralement sauvée. Il y a ce truc assez cathartique qui est décrit dans cet audio, en fait, de quitter une relation toxique presque pour sa survie. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Moi, je pourrais, mais parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Seul et qui est un livre justement où je parle des relations d'emprise et de la violence psychologique. Parce qu'on a toujours tendance à criminaliser les femmes en leur disant « Mais pourquoi vous partez pas ? Vous voyez bien que c'est pas sain pour vous, il faut partir. » Et je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance quand on accueille ce genre de paroles et ce genre de récits, parce qu'il y a tellement de dynamiques sociales et sociétales qui se jouent et des impensés sexistes. Donc voilà, et je pense que le plus important qu'on puisse dire, c'est « Barrez-vous ». Toutes les femmes qui sont contrôlées physiquement par leur copain ou leur mari, toutes les femmes qui sentent au quotidien qu'en fait c'est pas normal, que les messages, les actions, les violences sont beaucoup trop importantes et qu'il faut partir. Barrez-vous quand vous le pouvez. Je pense que c'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que personne ne vous jugera. On sait que c'est long. Moi, j'ai vécu une relation toxique pendant des années et je remercie la patience de mes copines qui ne m'ont pas jugée, qui m'ont laissé faire mon chemin. Et voilà, donc barrez-vous, prenez le temps qu'il faut et trouvez des gens qui ne vous jugeront pas dans cette parole-là. Un message absolument capital. N'oubliez pas aussi, si vous vivez des violences, 3919, numéro gratuit. On va s'écouter sur une note un peu plus légère, un deuxième vocal envoyé par un abonné. Alors moi je m'appelle Mathieu Pierlot, je suis auteur pour la jeunesse, j'écris des romans, des albums, des textes d'albums pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et pour moi, le déclic, c'est un jour que je déjeunais avec Geneviève Brisac et que je venais d'écrire mon premier texte et que j'étais pas du tout sûr de pouvoir en écrire un deuxième. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit tu es un écrivain. Et voilà, ça a beaucoup compté pour moi, ça m'a beaucoup servi par la suite. Quand j'ai douté, je me suis souvent repassé cette phrase dans ma tête et voilà, et je la remercie encore aujourd'hui pour ça. Les garçons, en tant qu'artiste, est-ce que quelqu'un, peut-être quelqu'un de connu, peut-être de la famille qui vous a donné de la force, ou peut-être quelqu'un de chez vous, un chanteur, j'en sais rien. Je suis d'accord. Ce que dit le monsieur, c'est
il y a quelqu'un qui te donne de la confiance à un endroit charnière de ta vie, je sais pas qui te l'a donné, et puis ça modifie le cours de ton existence. Notre tonton, qui a été le prof de guitare de Raphaël, mon grand frère, et qui m'a fait monter sur scène aussi par la même occasion quand on avait tous les deux 14 ans. On a 6 ans de différence, mais 14 ans chacun, a été la personne qui était dans le premier rayon familial, un musicien qui vivait de sa musique, quoi, et de la musique. Et il nous a dit, regardez, ça peut être ça. Allez-y, faites-vous électrocuter par la scène et subissez l'électrochoc qui vous rendra gaga toute votre existence. Et moi, ce que j'entends de ces deux histoires, c'est la place de l'entourage immédiat. Ouais. C'est, dans ces deux histoires, c'est le déclic, c'est pas tellement un déclic intérieur, c'est aussi l'extériorisation, la capacité de dire quelque chose, d'être entendu. Et dans le premier extrait, on a cet ami en fait qui du coup permet à l'autre de s'exprimer, d'être entendu et de modifier son chemin d'existence qui aurait peut-être jamais été le même. Donc voilà, de s'entourer de ses amis, de pouvoir être à l'écoute aussi de quelqu'un autour de nous qui va pas très bien ou qui est dans un bourbier, une situation difficile, je pense que c'est hyper important. Et il y a aussi un truc dans les déclics, moi que j'aimerais rappeler, parce que ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure Théo sur la question du mal au ventre et tout machin, sur les déclics aussi parfois qui brouillent en nous. Et on n'en parle pas forcément, mais c'est là, c'est en train de ça gamberge. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit, j'ai fait une publication sur Instagram, c'est pas très compliqué, vous tapez mon nom, sur l'alcool récemment. Et en fait, j'ai trouvé très important d'en parler publiquement parce que je voulais dire à toutes les personnes qui, comme moi, ressentent confusément qu'elles n'ont plus l'envie, en fait, de se forcer à boire pour se sentir bien en société, etc. Parce que moi, c'est évidemment quelque chose, j'en parlais dans des prochaines émissions, mais j'ai 2-3 trucs sociaux, un peu des peurs et tout, et ça m'aidait. Ça me donnait une confiance. Et je me disais, au pire, même si je suis bizarre, les gens se diront c'est parce qu'elle a bu. C'était même pas pour me donner la confiance, c'était pour trouver une excuse un peu. Je me disais, si m'ont trouvé gênante, c'est pas grave, j'avais bu. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter parce que j'aime pas tant le goût, j'aime pas le truc. Quand je voulais faire une énorme soirée, je devais boire des shots pour être vraiment bourré parce que j'aime pas foncièrement le goût de l'alcool. Ça a toujours beaucoup énervé mes amis qui buvaient des coups avec moi. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce déclic, je dois le partager parce que peut-être que ça peut aussi en faire d'autres. Et j'ai été émue, mais au-delà des mots, de recevoir énormément de messages, de commentaires aussi de personnes qui se sont exposées en disant moi aussi, en fait, j'arrête parce que c'est quand même quelque chose aussi de venir le dire sur la place publique. Et de gens aussi qui ont dit, en fait, ça m'a convaincue et je vais faire comme toi. Donc j'étais très contente. Et tout ça pour dire un peu deux petites choses. Quand vous avez une sensation comme ça, écoutez votre instinct, c'est très important. On nous a appris à pas l'écouter, mais quand vous sentez confusément quelque chose grouille en vous, c'est que cette chose-là est légitime. Et deuxième chose, quand vous pensez que vos déclics peuvent aider les autres, sans forcément leur rabattre les oreilles avec ça, n'hésitez pas à en parler. On va faire une petite digression de clôture, parce que c'est passé très très vite quand même, ces tunnels successifs, même si on s'est aussi mis des tunnels pendant les chansons, ce qui était... une petite mise en abîme des tunnels. Moi, j'aurais une petite question à vous poser. Vous allez répondre en pas très longtemps. En pas trop longtemps, je compte sur vous. En anti-tunnel. La question est la suivante. Et en 4 heures, vous auriez pu aussi y répondre, mais là, vous allez avoir une minute chacun, tu vois, ça va aller vite. Quand on crie « bonne année », et les gens sur Instagram, vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cette question, quel est votre avis. Quand on crie « bonne année », est-ce que c'est en hommage à celle qui vient de s'écouler, ou est-ce qu'on crie « bonne année » en guise de vœu pour la suivante ? Ah, c'est une projection, c'est en guise de vœu pour la suivante. Projection aussi. Ouais, guise de vœu pour la suivante. Ouais, projection. Ah ouais, personne n'est dans le truc. Non, pas de débat, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai, pour toi, ça peut être... Avant Ouais, je sais pas. Bonne année rétrospective. Et la rétrospective d'une bonne année. Allez, c'était pas mal, janvier dernier là. Tu te souviens ? Non, je m'en souviens pas. Bah zut. Je suis pas sûr que les gens veulent se parler de l'année qui vient de se passer. C'est ça, c'est une projection, c'est on te souhaite une bonne année quoi. J'ai le droit de poser cette question quand même. Mais on ne remet pas en cause ta question. Mais vraiment, non, c'est pas ça. C'est unanime contre moi quoi. Mais non. Mais c'est pas contre toi, c'est notre avis, nous sommes pas contre toi. Ne te sens pas esselé soudainement sur ce plateau. T'as vu, c'est mes triggers des réseaux, genre c'est pour ça, contre tous. Viens avec nous, je te donne la main si tu veux. Tu es parmi nous, ce n'est pas contre toi, c'est juste que on pense juste que c'est non, c'est pour. Mais oui, projette la bonne année. On projette la bonne année, même si on n'est pas en janvier, c'est la bonne année pour ton émission Tunnel, hein, et on paraît qu'on te la projette devant nous comme ça. Mais franchement, c'est ça. Vous venez quand même en guise de présage. Vous êtes les parrains, la marraine de l'émission parce que vous êtes. Ah, c'est trop mignon. J'ai jamais été marraine de moi. C'est un cap pour moi aussi là. Tu vois, c'est un nouveau truc. C'est quoi le nom du bébé ? C'est Tunnel. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Les garçons, j'aimerais quand même que l'un de vous deux me parle un peu de ce projet
qui arrive demain en fait. Je crois que ça dort plus trop chez Terre Noire. Ouais, non, ça dort plus du tout. On organise un festival, donc le festival de Terre Noire, parce que Terre Noire est notre quartier d'enfance à Saint-Étienne, qui est un quartier populaire. Et en fait, on organise dans le parc du château dans lequel on a fait toutes nos conneries d'enfance un festival de musique. Donc il y a tous nos amis, il y a November Ultra, il y a Fiscara, il y a Bric Argent, il y a Fellower, il y a nous, on va jouer aussi, il y a Grande Fête, il y a Naira. Et il y a aussi plein d'activités qu'on fait avec les gens du quartier, l'Amicale laïque, le Centre social de Terre Noire. Il y a l'ASS qui nous prête aussi, on va faire un tournoi de foot avec l'Union musicale. Enfin voilà, c'est une espèce de kermesse de fête de quartier avec tout plein d'amis musiciens. Voilà, ça nous a pris des mois et des mois de travail. C'était hyper important pour nous de faire ce geste avec le quartier. On a l'impression de se sentir, voilà, on parlait tout à l'heure de la sensation de conquête et de se déraciner. Nous, on a besoin à chaque fois de boucler les cycles. De revenir chez nous, de repartir trouver l'énergie. Et donc là, voilà, je passe des commandes de cubis, de jus de pomme, des choses comme ça. C'est ça mon quotidien en ce moment. Mais ce truc, en plus, je pense qu'on aurait pu en parler tous les quatre. Si on avait eu encore une fois 2 heures d'émission de plus. On peut se rajouter 1 heure au pire. Allez, c'est ça peut-être le principe de Tunnel, c'est une émission qui s'arrête jamais. Il n'y a pas de musique après. T'imagines? Incroyable. Il faut battre le directeur d'antenne a dit oui, non, on rajoute 1 heure. Et il faut battre des records. Non, mais on aura trop bien. Quelle bonne idée. On s'enferme à l'intérieur du studio. Un marathon. Mais on aurait pu en parler aussi, ça, tous les quatre, du truc aussi de venir de quelque part où il n'y a pas forcément tant d'opportunités d'aller réussir ailleurs. Du Sud. Et du Sud, oui. Et par tous les chemins, j'y reviens. Et voilà, et en fait, d'aller réussir ailleurs et aussi de revenir parfois se ressourcer et même faire des choses chez nous, et c'est plutôt cool. Théo, est-ce que tu voulais aussi dire un petit truc sur le Festival Terre Noire en 30 secondes? Oui, je vais vous le dire en 30 secondes, 29. 28. Non, franchement, c'est formidable de faire ça. Les gens sont très contents. Il y avait des fêtes au château de la Perrotière, qui est du coup le lieu de notre site, qui se faisait il y a 20 ans et il n'y a plus rien qui se fait. On est trop content de refaire vivre ce lieu de la ville qui n'est plus ouvert au public, si ce n'est que les week-ends maintenant. Et du coup, le fait de savoir que sur un week-end, il va y avoir les gens de notre quartier qui vont pouvoir venir faire des activités, pouvoir venir lire des livres, pouvoir faire du foot avec les gens, pouvoir écouter de la musique. Je sais pas, c'est formidable. C'est ça, la musique, la nourriture, le sport, poésie. Mais les gens ensemble. Voilà. Eh bien, merci Théo pour ce point et encore un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nesrine, t'es une femme, donc je décide de te laisser le mot de la fin. Comme ça, tu clôtures le truc. En 40 secondes, okay. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire, un message d'amour, un projet? Mais déjà, prenez soin de vous, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent avant tout. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vais faire une anaphore très courte, mais en gros, soyez de ceux qui écoutent les gens, soyez de ceux et de celles qui ne jugent pas, ne critiquent pas et qui plutôt essaient de comprendre ce par quoi les êtres humains passent. On vit tous des moments plus ou moins difficiles et c'est la rentrée scolaire. Le harcèlement scolaire, ça existe dans 100% des établissements, contrairement à la Baïa. Donc soyez de ceux qui le remarquent quand quelqu'un est exclu, soyez de ceux et de celles qui vont parler aux gens qui se sentent seuls, soyez de ceux et de celles qui font juste acte de présence, parfois ça suffit. Donc voilà, soyez des gens bons. On va essayer. Oh, ça fait très français. Donc, merci Nesrine, merci les garçons. Merci d'avoir suivi cette première émission. Je vous laisse au son de Move. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h jeudi. C'est tout musique après moi. Bye.